Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va ouvrir un dossier clinique fascinant, mais surtout redoutable, celui de la maladie thromboembolique veineuse. L'idée, c'est d'adopter une vraie approche narrative. On va s'appuyer sur pas mal de textes et de données projetés autour de moi pour traquer le parcours mortel d'un simple caillot sanguin, depuis sa naissance silencieuse, tapie dans l'ombre, jusqu'à la menace foudroyante qu'il fait peser sur notre corps. On y va ? Alors, très vite, voici notre plan d'attaque pour ce dossier. On va suivre ce caillot à la trace en 5 étapes. On commence par son origine avec la triade infernale, on passe au danger silencieux de la TVP, puis à l'urgence absolue de l'épée. Ensuite, on verra comment les médecins mènent l'enquête et on finira par la contre-attaque avec les traitements. Première étape de notre récit, l'origine du mal ou ce qu'on appelle la triade infernale. Déjà, posons les bases. Quand vous lisez cette définition projetée ici, le truc absolument crucial à capter, c'est que la fameuse MTEV, c'est en fait une seule et même maladie. C'est juste qu'elle a deux visages. Le caillot se forme dans la circulation et selon l'endroit où il se trouve, il déclenche soit une thrombose veineuse profonde dans les jambes, soit une embolie pulmonaire dans les poumons. C'est la même entité, mais deux scénarios très différents. Et comment ce fameux caillot se forme ? Regardez ces 3 points qui s'affichent, c'est ce qu'on appelle la triade de Virchow, un vrai cocktail explosif. Il faut souvent que ces 3 conditions s'alignent pour que le sang coagule alors qu'il ne devrait pas. D'abord, le sang ralentit et stagne, c'est la stase veineuse, typique d'un vol long courrier ou d'un long séjour à l'hôpital. Ensuite, le sang lui-même devient trop collant, c'est l'hypercoagulabilité, souvent liée à un cancer ou à une inflammation. Et pour couronner le tout, la paroi de la veine est abîmée à cause d'une opération ou simplement par le vieillissement. C'est l'alignement de ces 3 facteurs qui donne vie au caillot. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième chapitre, la thrombose veineuse profonde, le danger silencieux. Franchement, le tableau clinique de la TVP est incroyablement piégeux. Comme on peut le voir sur la liste affichée, ça peut aller d'une jambe subitement enflée, chaude, avec une douleur très localisée dans un seul mollet, à absolument rien du tout. C'est le danger silencieux par excellence. En consultation, le médecin va d'ailleurs chercher un signe clinique très précis. Si on secoue le mollet, est-ce qu'il ballotte moins bien que l'autre ? Mais gardez bien en tête que ce fameux caillot peut grossir dans la jambe sans jamais déclencher la moindre alarme. Et c'est là qu'on bascule dans la troisième partie, le moment exact où ce dossier devient une urgence vitale absolue. Regardez un peu le contraste saisissant sur ce comparatif. D'un côté, on avait un petit problème local dans la jambe, mais si le caillot se détache, il voyage dans le sang, remonte au cœur et finit par s'écraser dans les poumons. C'est l'embolie pulmonaire. Et là, c'est le crash system. Le patient manque soudainement d'air, c'est la dyspnée brutale. Il ressent un coup de poignard dans le bas du thorax, le cœur s'emballe et on peut même aller jusqu'à l'évanouissement. C'est une réaction en chaîne foudroyante. Lisez attentivement cette phrase projetée en très grand derrière moi. C'est peut-être la donnée la plus importante de tout ce décryptage. La mortalité est liée à l'atteinte du ventricule droit. Ce n'est pas juste une histoire de manque d'oxygène, c'est carrément mécanique. Les artères des poumons sont bouchées, donc le ventricule droit du cœur, qui pousse le sang vers ses poumons, se heurte à un mur. La pression explose, la pompe cardiaque s'épuise, et c'est cette défaillance cardiaque aiguë qui peut tuer le patient. On entre dans notre 4e partie. Face à cette bombe à retardement, pas de temps pour l'hésitation. L'enquête clinique doit être menée tambour battant. Avant même de sortir les aiguilles ou d'allumer les scanners, les médecins font des mathématiques. Ils utilisent ce tableau, le score de Wells. C'est un peu la boussole du diagnostic. En se basant sur le pouls, les antécédents, l'état de la jambe, ce score attribue des points. Et ce calcul va classer la probabilité d'avoir la maladie en 3 niveaux, faible, intermédiaire ou forte. L'algorithme qui en découle est hyper rationnel. Regardez, on évalue d'abord la probabilité. Si le risque est faible, on va juste faire une prise de sang pour essayer d'éliminer définitivement l'hypothèse du caillot. Mais attention, si le score montre une probabilité forte, on change de braquet. La prise de sang est vue comme une perte de temps. La règle, c'est d'envoyer le patient directement au scanner pour visualiser l'obstruction. Arrêtons-nous une seconde sur cette fameuse prise de sang projetée ici, le dosage des dédimères. En gros, ce sont les miettes que laisse un caillot derrière lui. Si c'est en dessous de 500, c'est bingo, il n'y a pas d'MTEV, on peut souffler. Petite astuce clinique géniale d'ailleurs, passé 50 ans, on adapte ce seuil en multipliant l'âge par 10. Mais il y a un hic de taille, ces dédimères sont ultra sensibles. Au moindre coup de stress du corps, une inflammation, une grossesse, un cancer, les taux explosent. Donc dans ces cas-là, faire ce test est rigoureusement inutile, ça fera juste paniquer tout le monde pour rien. Si la probabilité est forte, il faut débusquer visuellement l'ennemi. C'est là qu'entrent en jeu les cadors de l'imagerie médicale. Pour scanner la jambe, l'arme fatale, c'est l'échodoppler veineux. Le médecin va chercher une veine qui refuse de se compresser sous sa sonde, preuve qu'il y a un bouchon de sang à l'intérieur. Et pour l'embolie, le roi incontesté, c'est l'angioscanner thoracique qui cartographie les poumons.
Mais petite parenthèse, si le produit de contraste du scanner est trop toxique pour les reins du patient, on bascule sur une technique alternative tout aussi fascinante, la scintigraphie pulmonaire. 5e et dernière partie, traitement et prévention. L'imagerie a parlé, l'ennemi est repéré. C'est l'heure de la contre-attaque. Jetez un œil aux objectifs thérapeutiques qui défilent derrière moi. Souvent, on imagine qu'on va entrer dans les veines avec un mini aspirateur pour retirer le bouchon physique. Mais pas du tout. En fait, les médecins inondent le sang de médicaments anticoagulants pour figer la situation. On empêche le caillot de grossir et de migrer vers les poumons. Et le nettoyage, eh bien, c'est notre propre corps qui s'en charge. Grâce à ce qu'on appelle la fibrinolyse intrinsèque, notre organisme va grignoter et dissoudre le caillot lui-même petit à petit. La vraie question, c'est combien de temps on garde le sang fluide comme ça? Comme vous le voyez sur cette frise chronologique, c'est du sur-mesure. Une petite thrombose très isolée, c'est environ 6 semaines. Si on connaît le coupable et qu'il a disparu, genre une opération chirurgicale passée, on traite 3 mois. Mais si l'ennemi est toujours là, comme un cancer, ou pire, si on n'a aucune idée de pourquoi le caillot est apparu, on passe à 6 mois minimum, et bien souvent, c'est un traitement à vie pour éviter un drame. Pour l'embolie pulmonaire spécifiquement, le placement du patient est ultra encadré. On croise un score appelé SPECI avec des prises de sang qui mesurent la troponine. La troponine, c'est l'alarme qui crie que le cœur souffre. Risque faible, le patient peut parfois rentrer chez lui avec ses pilules. Risque modéré, chambre d'hôpital classique. Mais si le cœur flanche, si la pression artérielle s'effondre en état de choc, c'est la réanimation directe. Et là, on sort l'artillerie lourde avec une fibrinolyse d'urgence pour faire fondre chimiquement le caillot en quelques minutes. D'ailleurs, un détail clinique qu'on oublie souvent, mais qui est capital. Avoir le sang très fluide, ça devient un vrai casse-tête pour d'autres médecins, comme les chirurgiens dentistes par exemple. Comme l'indique ce texte, il y a un vrai risque de saignement incontrôlable au fauteuil. Le marqueur à surveiller, c'est l'INR. Au-dessus de 3, c'est le feu rouge. Un simple détartrage, ça passe. Mais si on doit extraire plusieurs dents, toute l'équipe médicale doit se réunir pour adapter le protocole. C'est de la haute voltige. Pour conclure cette analyse, j'aimerais qu'on lise ensemble cette ultime question projetée dans mon dos. C'est une vraie question de détective. Imaginez, un patient fait une thrombose de nulle part. Pas de chirurgie, pas d'alitement, rien. 0 facteur de risque évident. Eh bien ce mystère, ça doit faire tilt chez les médecins. Ce petit caillot sorti de nulle part, est-ce que ce ne c'est pas le tout premier cri d'alarme silencieux d'un cancer encore caché dans l'organisme? Ça fait froid dans le dos, non? Finalement, traiter un caillot, ce n'est parfois que la toute première étape d'une très longue enquête médicale. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, et à la prochaine.